Un homme qui ne contrôle pas son esprit est comme une ville sans murailles, vulnérable à toute attaque, dominé par n'importe quelle impulsion, exposé au chaos des autres. Mais celui qui maîtrise son intérieur, qui sait quand parler, quand agir, et quand simplement observer devient indomptable. Il n'a pas besoin de hausser la voix, ni de chercher l'approbation. Sa seule présence impose le respect, car il ne se meut pas par ce qu'il ressent, mais par ce qu'il décide. Et cette décision naît de l'autocontrôle, non du bruit. Ce monde récompense celui qui réagit vite, mais pas celui qui réagit bien. Il te pousse à te défendre sans réfléchir, à répondre à tout, à prouver que tu as de la valeur, comme si ta valeur dépendait de la confirmation de quelqu'un d'autre. Mais c'est un piège, car plus tu cherches la validation, plus tu cèdes ton pouvoir, plus tu agis par impulsion, moins tu as de contrôle sur le résultat, et plus tu fais de bruit, plus tu t'éloignes du calme qui domine vraiment. Cette vidéo ne t'apprendra pas à gagner des discussions, elle t'apprendra à ne pas en avoir besoin, elle ne t'apprendra pas à briller dans la foule, mais à se démarquer dans le silence. C'est un guide pour cesser d'être esclave de tes émotions et devenir le maître de ta stratégie. Car la véritable maîtrise commence en toi, pas dans ce qui t'entoure. Et celui qui apprend à se diriger lui-même finit inévitablement par diriger son environnement. Reste. Ici, il ne s'agit pas de crier plus fort, mais de penser plus clairement. Pas de réagir plus vite, mais d'agir avec plus de précision. Ici, tu vas découvrir comment l'autocontrôle n'est pas une faiblesse, mais ta plus grande forme de pouvoir. 1. Ton premier ennemi vit dans ta tête. Un esprit sans contrôle est comme un cheval sauvage qui court sans direction, entraînant le cavalier là où la peur et l'anxiété veulent l'emmener. Peu importe ta force physique, si ton esprit décide de te saboter, tu n'arriveras nulle part. Parce qu'au final, ce qui te relève ou te fait tomber ne sont pas les faits, ce sont les pensées que tu choisis d'avoir à leur sujet. Et si ton esprit est ton ennemi, il n'y a aucun environnement que tu peux maîtriser, ni défi que tu peux affronter avec clarté. C'est pourquoi la première leçon est simple mais puissante. Fais de ton esprit ton allié, pas ton geôlier. Personne ne te le dit, mais la plupart des gens sont pris au piège dans leur tête. Prisonniers de pensées répétitives, d'insécurité déguisées en prudence, de peurs qui se multiplient en silence. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils se lèvent chaque jour avec l'ennemi à leur côté, leur propre voix intérieure leur disant qu'ils ne peuvent pas, que ce n'est pas le moment, qu'il ferait mieux d'attendre, qu'ils pourraient échouer. Cette voix est celle qui sabote les décisions, qui freine les rêves, qui transforme les opportunités en menaces. Et si tu n'apprends pas à la contrôler, elle te contrôlera. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir. Il ne cherche pas à éteindre ton humanité. Il te demande d'être le maître de ton esprit, pas son esclave. Marc Aurèle a écrit « La qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie ». Et il avait raison. Si tout ce que tu penses est contaminé par la peur, par le désir constant d'approbation ou par le besoin d'éviter l'erreur, alors tu es déjà en train de perdre, même avant d'agir. Mais si tu cultives des pensées claires, fermes, disciplinées, ton esprit devient un outil puissant, pas un obstacle. Maîtriser ton esprit commence par la conscience, observer ce que tu penses sans réagir immédiatement. Te demander si ce que ton esprit répète est vrai ou juste une vieille croyance que tu n'as jamais remise en question. Commencer à filtrer les pensées comme on filtre l'eau avant de la boire. Parce que tout ce que tu penses ne mérite pas d'attention, et encore moins de direction. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui décide quoi faire avec elles. Cela implique aussi de la discipline. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir avec un livre ou une conférence motivante. C'est une pratique quotidienne. Le matin, avant de sortir dans le monde, prends 5 minutes pour aligner ton esprit avec qui tu veux être. Ne commence pas la journée en écoutant le chaos extérieur. Commence par entraîner ton intérieur. Écris-le, répète-le, rappelle-toi-le. Parce que si tu ne donnes pas de direction à ton esprit, le monde se chargera de le remplir de déchets. La personne qui réussit à faire de son esprit un allié devient plus dangereuse que n'importe quelle adversité.
parce qu'elle n'a plus besoin de tout contrôler, elle a juste besoin de se contrôler elle-même. Elle ne réagit pas, elle répond. Elle ne crie pas, elle agit. Elle ne doute pas, elle exécute. Alors que les autres perdent de l'énergie dans des discussions, des invalidations d'autrui ou des préoccupations sans sens, tu avances avec précision. Et cela impose le respect. L'environnement change quand tu changes la façon dont tu le regardes. Et cela commence dans l'esprit. Si tu arrêtes de te voir comme une victime et que tu t'assumes comme un propriétaire, tout change. Pas d'un coup, pas par magie. Ça change avec de la stratégie. Avec chaque pensée que tu choisis de ne pas nourrir, avec chaque émotion que tu choisis de ne pas dramatiser, avec chaque impulsion que tu décides de ne pas suivre. Fais de ton esprit un champ fertile pour la clarté, pas une décharge de doute, parce que si tu réussis à le maîtriser, il n'y a plus d'environnement qui te domine. C'est là que commence le véritable pouvoir. Et ce pouvoir, une fois éveillé, ne se laisse plus jamais enfermer. 2. Ton silence peut être ton arme la plus dangereuse. Un couteau n'a pas besoin de faire du bruit pour couper. Sa lame se fait sentir, s'impose, agit avec précision et laisse une marque sans avoir besoin de s'annoncer. C'est ainsi que fonctionne le silence quand tu sais l'utiliser. Il ne cherche pas l'attention, mais il se fait remarquer. Dans un monde où tout le monde se bat pour parler, pour imposer son opinion, pour gagner avec du bruit, celui qui sait se taire intentionnellement a le pouvoir de déstabiliser sans lever le petit doigt. Le silence met mal à l'aise, déconcerte, oblige l'autre à se confronter à lui-même. C'est un outil stoïcien que peu comprennent et que beaucoup sous-estiment. Nous sommes pris au piège de la nécessité de répondre, d'expliquer, de justifier ce que nous ressentons ou pensons. Comme si chaque mot était une défense personnelle face au regard des autres. Mais celui qui a appris à maîtriser le silence n'a pas besoin de se défendre, parce qu'il comprend que tout ne mérite pas une réponse, et que souvent, celui qui parle le plus est celui qui s'expose le plus. Le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est une pause qui te permet d'observer pendant que les autres se perdent dans leur besoin de gagner. Le stoïcien ne garde pas le silence parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il sait que ce n'est pas toujours le moment de le dire. Il se tait pour mesurer, pour analyser, pour contrôler l'environnement sans avoir besoin de le pousser. Celui qui parle sans réfléchir se trahit, celui qui se tait avec intention se renforce. Et ce silence conscient n'est pas vide. C'est un espace où la clarté grandit. Lorsque tu ne tombes pas dans les provocations, lorsque tu ne réponds pas immédiatement, tu envoies un message plus fort que n'importe quel mot. Tu as le contrôle. Le silence révèle aussi. Il met à nu les intentions des autres. Quand tu ne réagis pas comme ils s'y attendent, les autres se montrent tels qu'ils sont. Certains s'impatientent, d'autres se confondent, d'autres se sentent mal à l'aise. C'est là que tu gagnes, parce que pendant qu'ils essaient de te déchiffrer, tu les as déjà compris. Tu n'as pas besoin de crier pour imposer des limites. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur. Ton silence parle pour toi lorsqu'il est soutenu par une sécurité intérieure. Mais cela ne fonctionne que lorsque le silence est choisi, pas lorsqu'il naît de la peur. Parce que se taire par crainte de ne pas plaire ou par incapacité à affronter un conflit n'est pas du pouvoir, c'est de la fuite. Le silence fort naît de la clarté, de savoir que ton énergie n'est pas là pour être gaspillée dans chaque discussion, chaque critique, chaque provocation. L'esprit stoïcien comprend que l'important n'est pas de montrer sa force, mais de la conserver. C'est pourquoi apprends à utiliser le silence comme un bouclier. Quand quelqu'un te provoque, quand ils veulent te manipuler avec des mots vides, quand ils cherchent à te sortir de ton centre, réponds par le silence et un regard ferme. Ce geste transmet plus de sécurité que 1000 phrases répétées. Ne te précipite pas pour combler le vide. Apprends à l'habiter, parce que celui qui est en paix avec son silence n'a pas besoin que le monde le valide. Il a déjà gagné. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des pauses intentionnelles. Avant de répondre, respire. Avant de discuter, pense. Avant d'expliquer, demande-toi si c'est nécessaire. Tout ce que tu entends ne mérite pas une réponse, et tout ce que tu ressens ne doit pas être transformé en mots.
Le silence peut être ta meilleure défense, ta meilleure offensive et ta meilleure façon de conserver l'énergie. Le respect que tu imposes par le silence dure plus longtemps que celui que tu imposes par des cris. Parce que tandis que le bruit s'oublie, la présence silencieuse se rappelle. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'urgence de parler, arrête-toi. Parfois, ne rien dire en dit plus sur toi. Et si tu réussis à maîtriser cet art, tu es déjà plusieurs pas en avance sur les autres. 3. L'impulsion te trahit, la stratégie te protège. Un tireur d'élite ne court pas vers l'ennemi en criant. Il s'arrête, observe, respire, calcule. Et quand il tire, il ne manque pas. C'est ainsi que doit être ton esprit, précis, stratégique et sans gaspillage émotionnel. Mais la plupart agissent comme s'ils étaient en guerre sans entraînement. Ils réagissent par impulsion, lancent des mots comme des balles sans réfléchir, puis ramassent les débris de ce qu'ils ont détruit parce qu'ils ne savent pas attendre. Le problème n'est pas ce que tu fais, c'est quand tu le fais et dans quel état d'esprit tu le fais. Si tu tires depuis la colère, la peur ou le besoin d'avoir raison, tu as déjà perdu. Le stoïcien ne répond pas pour rien. Il n'est pas mu par l'émotion, il est mu par le but. Il n'agit pas pour apaiser son ego, il agit pour avancer. Dans un monde où tout le monde se bat pour parler en premier, pour marquer son territoire, pour montrer qu'il ne se laisse pas faire, tu dois faire le contraire, garder la balle jusqu'à ce que le moment soit parfait. Parce que celui qui répond intelligemment n'a pas besoin de deuxième chance. Il dit ce qu'il faut, agit avec intention, et cela laisse une trace. Combien de fois as-tu regretté d'avoir dit quelque chose sous le coup de l'émotion? Combien de fois as-tu agi juste pour te sentir fort et tu as fini par te sentir vide? C'est que agir sans réfléchir est comme briser un verre avec la main. Tu peux atteindre ton but, mais tu finiras aussi par saigner. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de ne pas les laisser prendre le contrôle. Celui qui apprend à penser avant d'agir, même si ce n'est que pour quelques secondes, se positionne au-dessus du chaos. Ce principe ne se limite pas aux situations de conflit. Il s'applique à tout. Relations, décisions, affaires, discussions quotidiennes. Tout ne nécessite pas une réaction immédiate. Tout ne mérite pas ton énergie. Parfois, la meilleure stratégie est d'attendre que la poussière retombe pour voir clairement. Et quand ce moment arrive, parler ou agir avec précision, parce que le véritable respect n'est pas gagné en étant le plus bruyant, mais le plus précis. L'intelligence émotionnelle se construit dans ces pauses, dans cet espace entre ce que tu ressens et ce que tu décides de faire avec. C'est là que se distingue celui qui vit en réagissant de celui qui vit en dirigeant. Ce n'est pas un hasard si les grands stratèges étaient des hommes de silence et de calcul. Ils ne gagnaient pas par la force, ils gagnaient par l'intelligence. Et cela s'applique aussi à ta vie quotidienne. Pratiquer ce point ne nécessite pas des années d'études. Cela nécessite de l'intention. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, au lieu de répondre immédiatement, demande-toi « Qu'est-ce que je gagne avec ça? Qu'est-ce qui se passerait si j'attendais ?» Ma réponse vient-elle du calme ou de la blessure? Ces questions simples te donnent le contrôle. Parce que lorsque tu choisis de ne pas tirer immédiatement, tu donnes à ton esprit le temps de mieux viser. Et non, ce n'est pas de la lâcheté, c'est du pouvoir. Parce que le lâche réagit vite pour cacher sa peur. Le fort attend parce qu'il sait que le bon moment arrive toujours. Et quand il arrive, il n'a pas besoin de répéter son message. Un seul de ses mots vaut plus que 100 des autres. C'est ainsi que l'on gagne le véritable respect. Celui qui tire sans réfléchir perd de l'énergie, perd de la crédibilité et perd le contrôle. Mais celui qui vise avec intelligence et qui réussit sans répéter devient quelqu'un qui n'a rien à prouver. Sa seule manière d'agir le rend clair. Et cela, dans un monde plein d'impulsions, est un acte de maîtrise. 4. Dans le chaos, celui qui ne perd pas la tête dirige. Un capitaine qui perd le contrôle au milieu de la tempête met non seulement son navire en danger, mais aussi tout son équipage. Il peut crier, désespérer, pointer du doigt les coupables, mais rien de tout cela ne calmera la mer.
Et il en va de même pour ta vie. Tu peux être confronté à une dispute, une critique, une trahison ou un défi inattendu. Mais si tu perds la tête, tu perds le leadership. La véritable force ne se démontre pas en dominant les autres, mais en te dominant toi-même au moment où tous les autres se brisent. Il y a quelque chose que très peu de gens comprennent. Le conflit ne te retire pas le pouvoir, il te le révèle. Il te montre où tu n'as pas encore le contrôle, quelles émotions te gouvernent encore, quelles blessures te font encore réagir. Celui qui se laisse emporter par la tension, par le besoin d'avoir le dernier mot, par le désir de démontrer sa supériorité, finit par perdre de l'autorité même s'il gagne l'argument. Car celui qui ne peut pas garder son calme ne peut pas garder le respect. Et le respect ne se réclame pas, il s'incarne. Le stoïcien ne fuit pas le conflit, mais ne le cherche pas non plus. Il y fait face avec fermeté, avec logique, avec posture, et, surtout, sans perdre son centre. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour te faire entendre. Tu n'as pas besoin d'utiliser des menaces pour faire valoir ton point de vue. Le calme que tu projettes dans le moment tendu est ce qui fait la différence entre une personne qui dirige et une personne qui ne fait que réagir. Car le conflit, bien géré, ne détruit pas, il affine. Cela ne signifie pas que tu dois rester silencieux face à l'injustice ou céder sous la pression. Cela signifie que ta réponse doit être contrôlée, pas chaotique. Que ton énergie doit être dirigée, pas gaspillée. Dans chaque dispute, tu as deux chemins, l'escalader avec tes impulsions ou la dissoudre avec ton caractère. Et même si le résultat ne dépend pas toujours de toi, la façon dont tu décides d'agir dépend de toi. Et c'est là que l'on voit qui domine et qui se laisse dominer. Dans la vie réelle, cela se traduit par des moments très concrets. Une critique injuste au travail, une provocation à la maison, un commentaire passif-agressif de quelqu'un qui cherche à te déstabiliser. Si tu réponds avec colère, tu te noies avec eux. Si tu réponds avec stratégie, tu t'élèves. Non pas pour te montrer fort, mais pour rester ferme dans ce que tu es, car lorsque tu ne tombes pas, les autres ne savent pas quoi faire avec toi. Diriger le conflit implique aussi de savoir quand mettre fin à une conversation, quand ne pas continuer à alimenter un feu qui ne cherche qu'à consumer. Tout ne se résout pas avec plus de mots. Parfois, la façon la plus forte d'agir est de te retirer avec dignité et de ne pas entrer dans le jeu qu'on te propose. Le stoïcien sait quand rester, quand parler, mais aussi quand lâcher prise sans rien perdre, car celui qui est en contrôle n'a pas peur de lâcher prise. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. C'est un signe que ce qui se passe à l'extérieur ne te gouverne plus à l'intérieur, et cela s'entraîne. Il ne s'agit pas de feindre la paix, mais de la construire tous les jours dans les petites frictions, dans les disputes minimales, dans les décisions que personne ne voit. Car si tu ne peux pas te tenir dans les petits conflits, tu ne pourras pas non plus le faire dans les grands. Et chaque fois que tu choisis le calme au lieu du chaos, tu renforces ta position dans le monde. Rappelle-toi ceci, celui qui crie a perdu, celui qui s'exalte révèle son insécurité. Mais celui qui dirige le conflit sans perdre son centre, sans cesser d'être lui-même, devient quelqu'un qui non seulement résout, mais qui transforme. Car lorsque tout le monde se désorganise, celui qui reste sur son axe devient, sans le dire, le véritable leader du moment. Et ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever. 5. Tes limites ne se discutent pas, elles se respectent. Il y a des espaces qui ne se négocient pas. Il y a des lignes qui ne se franchissent pas. Non par fierté, mais par dignité. Et celui qui ne comprend pas cela ne devrait pas avoir une place près de toi. Les limites ne s'imposent pas avec des cris ou des explications interminables. Elles se fixent avec des actions fermes, avec une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, avec la certitude que ton bien-être n'est pas à la disposition de n'importe qui. Quand tu apprends à fixer des limites, tu n'éloignes pas les gens, tu attires les bonnes personnes, celles qui n'ont pas besoin de t'envahir pour se sentir importantes, celles qui ne se vexent pas parce qu'elles se respectent déjà elles-mêmes. En revanche, ceux qui te mettent la pression, ceux qui se sentent mal à l'aise parce que tu ne cèdes plus, parce que tu ne te sacrifies plus, parce que tu penses maintenant à toi,
ne montre que qu'il n'était jamais là pour ce que tu étais, mais pour ce que tu permettais. Il y a une vérité inconfortable. Chaque fois que tu te tais face à un manque de respect, tu entraînes l'autre à continuer à franchir la ligne. Chaque fois que tu justifies, que tu reportes, que tu pardonnes l'impardonnable juste pour ne pas perdre la connexion, tu perds quelque chose de plus précieux, toi-même. Les stoïciens le comprenaient clairement. Personne ne peut envahir ton intérieur si tu n'ouvres pas la porte. Le problème est que beaucoup la laissent ouverte par peur d'être seul. Ton énergie est limitée. Ta paix a de la valeur. Et ton temps ne peut plus être gaspillé en explications éternelles pour des gens qui ne veulent pas te comprendre, mais te manipuler. Établir des limites, c'est déclarer qui tu es et ce que tu n'es pas prêt à accepter. Et cette déclaration n'a pas besoin d'être violente, mais elle doit être inébranlable. Tu n'es pas froid, tu es clair, tu n'es pas égoïste, tu es juste avec toi-même. Quand tes limites sont fermes, ta présence se transforme. Tu n'as plus besoin de hausser la voix, tu n'as plus besoin de justifier chaque décision. On le sent, on le voit dans ta posture, dans ton regard, dans ton ton. Le respect arrive quand tu deviens quelqu'un qui se respecte tellement qu'il est impossible de ne pas le remarquer. Et si quelqu'un ne peut pas supporter cela, qu'il s'éloigne. Parce que tu n'es pas là pour être approuvé, tu es là pour vivre avec intégrité. Il ne s'agit pas de construire des murs pour t'isoler du monde. Il s'agit de construire des portes que tu n'ouvres qu'à ceux qui savent frapper avec respect. Il s'agit que tu arrêtes de dire oui par peur du conflit et que tu commences à dire non par amour pour ta paix. Parce que si tu ne prends pas soin de ton espace, personne ne le fera pour toi. Si tu ne défends pas tes limites, tu te retrouveras entouré de personnes qui n'ont jamais eu l'intention de prendre soin de toi. Pratique-le. La prochaine fois que quelqu'un franchit la ligne, ne réagis pas avec colère. Arrête-toi simplement. Regarde-le dans les yeux. Dis ce qui est nécessaire, sans fioriture, sans excuse. Et reste ferme. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la présence. Et cette présence naît lorsque tu décides que ton bien-être n'est plus négociable. Personne qui te valorise vraiment ne partira parce que tu as fixé une limite. Seuls ceux qui étaient à l'aise avec ta faiblesse s'éloignent. Alors, au lieu de craindre de les perdre, sois reconnaissant. Parce que chaque limite que tu appliques nettoie ton environnement. Et plus il est propre, plus il est facile de respirer. Et quand tu peux respirer librement, tu peux vivre avec puissance. C'est ça, le véritable respect. Et ça commence par toi. 6. Ne te noie pas pour sauver celui qui ne veut pas sortir. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent des complices. Elles ne cherchent pas des solutions, elles cherchent quelqu'un pour supporter les conséquences de leurs décisions. Et si tu n'es pas attentif, tu deviens cela, le bouclier humain qui amortit chaque chute d'autrui. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu confonds loyauté avec sacrifice inutile. Mais il arrive un moment où soutenir quelqu'un devient si lourd que tu commences à te noyer toi aussi. Et alors, qui te soutient? Ce point n'est pas facile à appliquer, parce qu'il est chargé de culpabilité, d'émotions, de liens qui te lient à l'idée fausse que si tu n'es pas là pour tout le monde, tu es égoïste. Mais le véritable égoïsme est de permettre à d'autres d'utiliser ton temps, ton énergie et ton équilibre, comme si tu étais une ressource éternelle. Le stoïcisme enseigne que chacun est responsable de lui-même, et que tenter de porter ce qui ne t'appartient pas, en plus d'être inutile, est destructeur. Beaucoup se plaignent d'être entourés de personnes qui ne changent pas, qui ne valorisent pas, qui répètent des schémas. Mais ils ne réalisent pas qu'ils alimentent ce cycle en intervenant à chaque fois. Tout le monde ne veut pas sortir du trou, certains veulent juste le rendre plus confortable. Et toi, par une noblesse mal orientée, tu construis des échelles pour ceux qui n'ont même pas essayé de se lever. Les laisser tomber ne signifie pas leur souhaiter du mal. Cela signifie leur permettre de voir la réalité que tu as déjà vue. Cela signifie arrêter de mettre ta paix en pause pour résoudre les vies des autres. Tout le monde n'apprendra pas avec des mots. Certains ont besoin du coup. Et si tu es toujours là pour l'éviter, tu empêches aussi leur croissance.
Le plus dur est que beaucoup de ces liens sont déguisés en amour, amitié ou engagement. Mais l'amour qui te demande de t'annuler n'est pas de l'amour. L'amitié qui exige de la loyauté tout en te drainant n'est pas vraie. Et l'engagement qui ne fonctionne que lorsque tu cèdes est brisé dès le départ. Si quelqu'un reste près de toi seulement quand tu le sauves, ce n'est pas de la compagnie, c'est de la dépendance. Le silence peut être plus révélateur que n'importe quel avertissement. Quand tu te retires et laisses les autres affronter les conséquences de leurs actes, certains comprendront, d'autres te blâmeront. Mais la différence est que tu n'es plus disponible pour porter des fautes qui ne sont pas les tiennes. Tu as compris que ton énergie est limitée, que ta paix n'est pas une monnaie d'échange, que ta vie ne peut pas s'arrêter chaque fois que quelqu'un d'autre s'effondre. Ce principe s'applique même à ceux que tu aimes le plus, famille, partenaires, amis. Tu ne peux pas tout réparer. Tu ne peux pas les protéger d'eux-mêmes. Ce que tu peux faire, c'est leur faire comprendre que tu es présent, mais pas à tes dépens. Que tu peux soutenir, mais pas soutenir éternellement. Que tu n'es pas là pour sauver, tu es là pour partager. Et celui qui ne respecte pas cela devra apprendre à tomber et à se relever seul. Accepter cela ne te rend pas froid, cela te rend sage, parce que tu comprends que la croissance réelle vient de la douleur traitée, pas de la douleur évitée. Et que parfois, la chose la plus aimante que tu peux faire est de ne pas intervenir, pour que l'autre se réveille, pour qu'il voie enfin ce qu'il niait pendant que tu le soutenais. Quand tu apprends à laisser tomber sans culpabilité, ta vie change, parce que tu ne portes plus le poids des autres. Tu ne mendies plus la gratitude, tu ne négocies plus ta paix, tu te rends responsable de toi et tu permets à chacun de faire de même. Et dans cet acte, silencieux mais ferme, tu récupères ton pouvoir. Sans drame, sans explication, juste avec clarté. 7. Celui qui se tait, observe, apprend et agit ensuite, domine toujours. Certains pensent que le silence est passivité, mais en réalité, c'est la tranchée du stratège. Comme un loup qui se déplace dans les ombres, il analyse chaque geste, chaque mot, chaque faiblesse, sans être remarqué. Il n'attaque pas en premier, il ne révèle pas ses intentions. Il attend, parce qu'il comprend que le pouvoir n'est pas dans la démonstration, mais dans le fait de savoir exactement quand intervenir. Alors que d'autres sont désespérés de parler, de se défendre, d'être entendus, il écoute tout. Et cela fait de lui le plus dangereux de la pièce, même s'il n'a pas dit un seul mot. Dans un monde où tous rivalisent pour être les plus bruyants, le véritable maître est celui qui sait garder le silence intelligemment. Non par peur, non par soumission, mais parce qu'il connaît la valeur de l'information. Il sait que pendant que l'autre se défoule, il collecte des données, que pendant que l'autre réagit, il se prépare. Et quand il décide enfin de bouger, il n'a pas besoin de bruit, juste un pas précis. Ce principe est basé sur une prémisse simple. Celui qui parle le plus s'expose le plus, et celui qui s'expose sans filtre perd du terrain. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il ne comprend pas le jeu. L'observateur, en revanche, n'arrête jamais d'apprendre. Chaque conversation est un indice, chaque attitude est une lecture, chaque impulsion étrangère est une opportunité de voir au-delà de ce qui est dit. Et celui qui voit plus, domine plus. Ne confondez pas la prudence avec la lâcheté. Garder le silence n'est pas se rendre, c'est se préparer. Vous n'avez pas besoin de tout corriger sur le moment. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous savez. Parfois, le plus sage est de laisser l'autre s'épuiser, se trahir, s'accélérer. Parce que dans cet épuisement, c'est là que vous comprenez comment agir. Et quand vous agissez, vous ne donnez pas d'avertissement. Vous donnez des résultats. Cette approche a également un impact émotionnel profond, parce qu'en observant plus et en réagissant moins, vous vous protégez. Vous ne vous laissez pas emporter par des mots vides. Vous n'entrez pas dans des batailles qui ne vous construisent pas. Vous ne répondez pas avec le cœur en feu, mais avec l'esprit clair. Et cela impose le respect. Parce que celui qui ne s'agite pas, qui ne tombe pas dans les provocations, transmet quelque chose que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer.
la stabilité. Pratiquer cela nécessite de la discipline. La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, gardez le silence. Non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous choisissez quand le dire. Observez son langage, son énergie, son intention. Demandez-vous ce qu'il cherche. Une réaction? Une validation? Un affrontement? Si vous ne le lui donnez pas, il perd le contrôle. Et c'est là que vous avez déjà gagné. Dans les relations, cela est essentiel. Il y a des discussions qui n'ont pas besoin d'une réponse immédiate. Il y a des conflits qui se dissolvent d'eux-mêmes lorsque l'autre remarque que vous n'avez rien à prouver. Le silence bien utilisé vous transforme en miroir. L'autre se voit reflété et n'aime pas toujours ce qu'il voit. Mais vous, pendant ce temps, continuez à construire votre stratégie. Les stoïciens pratiquaient ce principe avec rigueur. Pour eux, chaque mot devait avoir du poids. Ils ne parlaient pas pour remplir des espaces. Ils parlaient quand ce qu'ils allaient dire était mieux que le silence. Et cela évitait non seulement des conflits inutiles, mais cela générait aussi un type de respect silencieux. Parce que la présence de quelqu'un qui pense avant de parler est perçue comme une autorité naturelle. Et quand viendra le moment d'agir, vous ne serez plus en train de prouver quoi que ce soit. Vous ne ferez que ce que vous savez devoir faire, sans avoir besoin de vous expliquer, sans peur de vous tromper. Parce que vous avez vu ce que les autres n'ont pas vu. Parce que vous avez entendu ce que personne d'autre n'a voulu entendre. Et parce que quand vous parlez, les autres enfin se taisent. 8. L'ego veut gagner aujourd'hui, même si tu perds demain. Une couronne peut te faire croire que tu es invincible, mais si tu oublies qu'elle est toujours en métal, tu finiras par te noyer sous son poids. C'est ainsi que fonctionne l'ego. Il te hisse sur un piédestal qui n'existe pas, te murmure que tu es au-dessus, que tu as toujours raison, que tu ne dois jamais céder. Et plus il te fait te sentir haut, plus il te rend aveugle. Parce que l'ego ne veut pas que tu vois la vérité, il veut que tu gagnes. Même si pour cela tu perds le contrôle, la paix, le respect, voire toi-même. Il y a ceux qui confondent fierté et force, alors qu'en réalité c'est juste de l'insécurité maquillée. Celui qui a besoin de s'imposer tout le temps, de répondre à chaque critique, de prouver constamment sa valeur, ne le fait pas par sécurité. Il le fait par peur. Peur d'être vu comme faible, peur de ne pas être suffisant, peur de ne pas avoir le contrôle. Et cette peur, si tu ne la maîtrises pas, te transforme en ton pire ennemi. Elle te fait réagir quand tu devrais te taire, compétitionner quand il n'y a pas de rival, te défendre quand personne ne t'attaque. Le stoïcisme est clair sur ce point. Le véritable pouvoir réside dans l'humilité. Reconnaître tes erreurs sans te sentir inférieur. Écouter sans avoir besoin de t'imposer. Laisser les autres briller sans te sentir menacé. Parce que celui qui est en paix avec lui-même ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Il n'a pas besoin de prouver sa force, il l'a déjà. Il n'a pas besoin d'attention, car il se connaît déjà. Maîtriser l'ego n'est pas se rendre, c'est se renforcer de l'intérieur. C'est pouvoir écouter une critique sans s'effondrer. C'est dire « je me suis trompé » sans perdre de dignité. C'est pouvoir faire un pas en arrière quand la situation l'exige, sans sentir que tu es en train de perdre. Parce que l'ego te dit de toujours avancer, même si tu es en train de te fracasser. La sagesse te dit que parfois reculer est la seule façon d'avancer intelligemment. En pratique, cela signifie apprendre à ne pas réagir quand ta fierté est touchée. Cela signifie respirer avant de répondre, te demander si tu agis selon ton essence ou par besoin de gagner. Cela signifie te demander « Est-ce que je prends cette décision parce que c'est la meilleure ou simplement parce que je veux avoir le dernier mot ?» Si tu ne te poses pas cette question, tôt ou tard, tu finiras par te saboter toi-même. L'ego sabote aussi tes relations, parce qu'il ne sait pas demander pardon, il ne sait pas céder, il ne sait pas écouter. Et si tu ne sais pas faire cela, tu es condamné à répéter les mêmes conflits encore et encore. Personne ne veut être près de quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir raison. Le respect ne se construit pas en écrasant l'autre, mais en montrant que tu peux te retenir, que tu peux privilégier l'harmonie,
sur la victoire superficielle. Et dans le silence de celui qui maîtrise vraiment son ego, il y a quelque chose que tout le monde remarque. C'est la présence de quelqu'un qui n'a pas besoin d'impressionner, parce que son focus parle pour lui, qui n'a pas besoin de hausser la voix, parce que sa clarté impose, qui ne s'agite pas, ne discute pas, n'exige pas, il agit simplement avec un but. Et cela, dans un monde gouverné par le bruit de l'ego, devient magnétique. Il n'y a pas de stratégie plus puissante que celle de celui qui ne se sabote pas lui-même, qui peut écouter, s'adapter, changer, sans cesser d'être ferme, qui peut perdre une discussion sans perdre d'autorité, qui peut être flexible sans cesser d'avoir des principes, parce que ce type de maîtrise est le plus difficile à atteindre, mais aussi le plus respecté. Maîtriser l'ego n'est pas une défaite, c'est la plus grande victoire. Parce que lorsque tu cesses d'être esclave de tes impulsions, de ton image, de ton besoin de reconnaissance, tu reprends le contrôle total. Et là, sans besoin de crier, sans besoin de montrer, tu deviens quelqu'un qui ne répond plus au monde. Il le dirige. Et c'est le type de personne qui laisse une empreinte sans avoir besoin de piétiner personne. Parfois, tu n'as pas besoin qu'on te prenne dans les bras, tu as besoin que quelqu'un te réveille, qu'on te dise en face ce que tu évites depuis longtemps. Parce que, soyons clairs, tu n'es pas bloqué parce que la vie est injuste. Tu es bloqué parce que tu n'as pas osé te confronter à toi-même. Parce que tu préfères survivre avec ce que tu connais, même si cela te détruit, plutôt que de te reconstruire à partir de zéro. Mais il ne s'agit plus de ce que tu as souffert, il s'agit de ce que tu décides de faire avec cela aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à porter la même histoire, avec les mêmes excuses, en espérant des résultats différents. C'est de l'auto-tromperie déguisée en espoir. Tu veux la paix, mais tu ne lâches pas le chaos. Tu veux avancer, mais tu refuses de lâcher ce qui te retient. Alors dis-moi, es-tu vraiment prêt à te transformer ou veux-tu juste avoir l'impression de faire quelque chose? Cette vidéo n'est pas une caresse pour l'ego, c'est un électrochoc, parce que transformer ta vie de l'intérieur ne consiste pas à écrire de jolies phrases dans un cahier. C'est faire face à tes ombres, c'est réaliser que personne ne viendra te sauver, et que la seule véritable sortie est celle que tu construis toi-même, pas à pas, avec des actes, pas avec des intentions. Ici, nous parlons de réflexion quotidienne, mais pas de celle qui reste dans la pensée. Nous parlons de celle qui dérange, celle qui fait mal, celle qui te force à répondre « À quel moment me suis-je perdu ? Et quand est-ce que je compte commencer à me retrouver ?» Nous parlons d'autodiscipline, de conscience brutale, de décision ferme. C'est du stoïcisme, pas de la théorie philosophique. C'est une pratique, une façon de vivre qui exige du courage, de la résilience et de la présence. Je ne te promets pas que ce sera facile. Je te promets que si tu le fais, tu ne seras plus la même personne. Tu vas commencer à te voir avec d'autres yeux, à marcher avec une autre posture et à prendre des décisions qui n'ont pas besoin d'explication. Parce que lorsque tu commences à travailler sur toi de l'intérieur, le monde ne te définit plus. Tu lui fais face. Et crois-moi, c'est ça la vraie liberté. 1. Arme-toi de l'intérieur avant de sortir dans le monde. Tu ne sors pas dans la rue avec la poitrine découverte en pleine tempête de couteaux. Mais c'est exactement ce que tu fais quand tu commences la journée sans avoir armé ton esprit. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone, tu absorbes des déchets émotionnels dès le matin, et ensuite tu te demandes pourquoi tout t'affecte, pourquoi tout te dépasse, pourquoi tu t'effondres à la première critique ou à la moindre indifférence. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de préparation interne. Te rends-tu compte que chaque jour est un champ de bataille psychologique ? Tout le monde exige quelque chose de toi. Tout le monde veut ton attention, ton énergie, ta validation. Le monde n'est pas conçu pour que tu restes calme. Il est conçu pour que tu réagisses, pour que tu te battes, que tu te compares, que tu t'accélères. C'est pourquoi, si tu ne formes pas ton esprit avant de sortir, tu finis par être une victime émotionnelle de l'environnement. Une feuille au vent qui n'a pas de direction, qui se laisse emporter par ce qui se passe à l'extérieur sans avoir rien de solide à l'intérieur.
T'armer de l'intérieur ne signifie pas durcir, cela signifie te renforcer. Cela signifie qu'avant de te livrer au chaos de la journée, tu décides d'abord de t'organiser toi-même. Comment le fais-tu? Tu commences par quelque chose d'aussi simple que de te donner 10 minutes chaque matin pour penser à qui tu décides d'être aujourd'hui. Tu t'assois en silence et tu fais ce que presque personne ne fait. Observer ton esprit. Parce que ce que tu n'observes pas te contrôle. Ce n'est pas de la spiritualité bon marché, c'est de la survie émotionnelle. Fais de ce temps une routine sacrée. Révise tes principes. Rappelle-toi que tu ne vas pas réagir impulsivement, que tu ne vas pas te laisser emporter par l'anxiété des autres, que tu ne vas pas permettre que l'état émotionnel des autres gouverne le tien. Écris-le si nécessaire. Lis quelque chose qui te concentre. Médite, respire, prépare ton terrain mental comme celui qui nettoie un champ avant de semer. Tu ne peux pas attendre des fruits si chaque jour tu affrontes le monde avec un esprit contaminé. Marc Aurèle le savait. C'est pourquoi il écrivait dans ses méditations non pas pour les autres, mais pour lui-même. Pour ne pas oublier qui il était, en quoi il croyait et comment il voulait agir, même si le monde était hostile. Parce que la clé n'est pas de changer le monde, mais de ne pas permettre au monde de te changer. Et si tu ne t'armes pas de l'intérieur, c'est ce qui se passe. Tu te traînes toute la journée en réagissant à tout, sans intention, sans présence. Tu prends tout personnellement, tu as l'impression que tout est contre toi, que personne ne te valorise, que tout va mal. Mais le problème n'est pas ce qui se passe, c'est comment tu es arrivé à y faire face. Vide, distrait, sans concentration. Alors ne sois pas surpris que tout te renverse. Quand tu es armé de l'intérieur, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Parce que tu es sous contrôle. Tu peux perdre une affaire et rester ferme. Tu peux faire face à un conflit et ne pas exploser. Tu peux recevoir une critique et ne pas t'effondrer. Parce que tu t'es déjà parlé, tu t'es déjà aligné, tu t'es déjà renforcé. Alors, avant de répondre aux messages, d'allumer les nouvelles, de te remplir de voix extérieures, commence la journée en t'écoutant, en te donnant une structure. Parce que celui qui ne s'arme pas de l'intérieur finit par chercher refuge n'importe où. Et celui qui s'arme devient son propre refuge. C'est la différence entre vivre en réagissant et vivre avec pouvoir. Et ce pouvoir, tu ne le construis que toi, chaque matin, avant que le monde ne te touche. 2. Déclare sur papier qui tu décides d'être. La plupart des gens ne savent pas qui ils sont, et le plus dangereux de ne pas le savoir, c'est que tu finis par être ce que les autres disent que tu es. Un reflet des attentes des autres, un produit de blessures non guéries, un personnage qui sourit à l'extérieur, pendant qu'il se fane à l'intérieur. C'est pourquoi tu vis avec des contradictions, c'est pourquoi tu te sabotes quand quelque chose commence à bien se passer. C'est pourquoi tu as l'impression d'avancer et de stagner en même temps, parce que tu n'as pas de clarté sur qui tu décides d'être. Et celui qui ne décide pas, répète la même douleur, les mêmes excuses, la même vie. Tu ne peux rien transformer si tu ne te déclares pas d'abord à toi-même. Et je ne parle pas de le penser pendant que tu te douches ou de l'imaginer pendant quelques minutes. Je parle de l'écrire. De prendre du papier et de l'encre, et de le rendre clair, parce que ce qui n'est pas nommé fermement est oublié. Ce qui n'est pas déclaré avec intention se dilue dans le bruit. Et si tu n'écris pas qui tu construis, alors comment espères-tu devenir cette personne? Écris qui tu es. Pas à partir de la culpabilité, pas à partir du passé, mais à partir de la décision. Écris-le comme un acte de pouvoir. Je suis quelqu'un qui se choisit tous les jours. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation pour avancer. Je suis quelqu'un qui respecte ses limites et vit avec intention. Ce n'est pas un mantra mièvre, c'est une affirmation d'identité. C'est ta déclaration d'indépendance interne. Sois brutalement honnête. Ne modifie pas ce que tu ressens par peur de l'affronter. Si tu es fatigué de faire semblant, écris-le. Si tu te sens perdu, déclare-le. Parce que quand tu le nommes, il ne te contrôle plus. Et ensuite, écris qui tu décides d'être à partir d'aujourd'hui. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi.
Les réseaux sociaux, ta famille, ton partenaire, tes traumatismes, tous ont un moule prêt pour toi. Et si tu ne te déclares pas libre de cela, tu vivras piégé en eux. Il ne s'agit pas d'imaginer une version idéalisée de toi. Il s'agit d'avoir une direction, un or interne. Quand tu l'écris, tu le concrétises, tu le rends réel, et cela change ta façon de marcher, de répondre, de choisir. Tu n'agis plus comme avant, parce que tu es engagé avec celui que tu crées. Et quand tu échoues, parce que tu vas échouer, tu ne te juges pas, tu te corriges, parce que tu as un guide, parce que tu sais où tu vas. Ne sous-estime pas le pouvoir d'écrire. Beaucoup pensent que c'est insignifiant, mais c'est là que commence le changement. Pas dans les grandes décisions, mais dans les petits actes de clarté. Un cahier avec tes propres mots peut devenir ton miroir le plus honnête et ton arme la plus puissante. Là, tu ne mens pas. Là, tu ne fais pas semblant. Là, tu te confrontes. Cet acte, aussi simple que d'écrire qui tu décides d'être, est une façon de t'ancrer, de te rappeler que tu n'es pas tes émotions du moment, ni tes erreurs du passé. Tu es ce que tu choisis chaque jour, et ce choix se renforce quand il est écrit, quand il est affirmé, quand il est regardé en face. Fais-le chaque semaine. Mets à jour ta déclaration. Révise-la comme celui qui aiguise une épée. Parce que le monde là-bas est chaotique, et si tu n'as pas clair qui tu es, tu vas te désorienter. Mais si ton identité est écrite, rappelée, intégrée, alors aucun jugement externe n'a de pouvoir sur toi. Parce que tu l'as déjà décidé. Et quand tu le décides, le monde s'adapte. Parce que tu ne demandes plus la permission d'être, tu occupes ta place. Avec une écriture ferme, avec présence et avec un but. 3. Retourne au présent, là où commence ton pouvoir. Tu t'en vas. Tout le temps tu t'en vas. Même si tu es assis, même si tu parles à quelqu'un, même si tu sembles être là, tu n'es pas là. Ton esprit est ailleurs. Coincé dans le « qu'est-ce qui se serait passé si » ou dans le « qu'est-ce qui va se passer quand ». Tu parcours des scénarios qui n'existent pas et tu discutes avec des fantômes qui ne vivent que dans ta tête. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu es tellement habitué à être hors du moment présent que vivre distrait est devenu ton état normal. Mais c'est là, juste là, que tu perds la bataille. Le présent est la seule chose que tu as, mais tu le traites comme s'il ne valait rien. Tu l'ignores, tu le repousses, tu le piétines pendant que tu cours vers un futur que tu ne peux pas contrôler ou tu t'emmêles dans un passé que tu ne peux pas changer. Et ainsi passent les jours, et ainsi s'écoule ta vie. Parce que celui qui n'est pas dans le présent ne vit pas, il survit. Tu veux reprendre le contrôle? Retourne au présent. Parce que dans le présent, il n'y a pas d'anxiété. Dans le présent, il n'y a pas de culpabilité. Dans le présent, il n'y a pas de place pour la comparaison ou l'auto-tromperie. Il n'y a que la présence. Et là où il y a présence, il y a pouvoir. Pouvoir de répondre au lieu de réagir. Pouvoir de choisir ce qui dépend de toi. Pouvoir de te reconstruire sans traîner des chaînes invisibles. Être présent ne signifie pas être lent ou passif. Cela signifie être éveillé, être conscient de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de ce que tu fais en ce moment même. Demande-toi, cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Cette conversation me connecte-t-elle ou m'éteint-elle? Cette action me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de qui je veux être? Mais tu ne peux pas te poser ces questions si ta tête est à 1000 kilomètres du moment que tu vis. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et il avait raison, parce que la plupart de tes peurs ne se réalisent jamais. La plupart de tes soucis sont des films que tu écris, diriges et joues dans l'obscurité de ton esprit. Mais le présent n'est pas ça. Le présent est clair, direct, sincère. Il te force à regarder ce qui est, pas ce que tu crains qu'il soit. Quand tu te sens submergé, retourne au présent. Quand tu es sur le point d'exploser, retourne au présent. Quand tu te trouves en fuite mentale, retourne au présent. Utilise ta respiration comme encre. Inspire, expire, sens ton corps, observe ton environnement, écoute vraiment. Reviens.
Parce que plus tu passes de temps dans le présent, plus tu seras maître de ta vie. Ce n'est pas de la théorie mystique, c'est de la pratique pure. Entraîner ton attention, c'est entraîner ton pouvoir. Parce que celui qui contrôle son focus, contrôle sa réalité. Et tu ne peux rien transformer si tu n'es même pas présent dans ta propre vie. Aussi simple que ça, aussi brutal que ça. Fais-en une habitude, fais-en un rituel. Chaque fois que tu remarques que ton esprit divague, rappelle-toi, c'est ici que commence mon pouvoir. Pas demain, pas la semaine prochaine. Ici, en cet instant. Parce que le seul endroit où tu peux agir, changer, décider et maintenir ce que tu choisis, c'est le présent. Et si tu le laisses passer, si tu continues à fuir, si tu continues à attendre que tout soit parfait pour commencer, alors prépare-toi. Tu resteras au même endroit émotionnel pendant des années. Mais si tu choisis de revenir, si tu choisis d'être là, alors tu commences à vivre, avec du poids, avec de l'intention, avec de la clarté. Pas comme quelqu'un perdu dans son esprit, mais comme quelqu'un qui est revenu au seul endroit où la transformation réelle est possible, le moment présent. Et à partir de là, à partir de ce présent, tu te construis, solide, éveillé, inarrêtable. 4. Tout le monde ne mérite pas de rester dans ton histoire. Il y a des gens qui ont fait partie de ta vie, mais cela ne signifie pas qu'ils méritent de rester. Et même si cela semble dur, tu as besoin de l'entendre. S'accrocher à quelqu'un qui n'apporte plus rien te coûte de l'énergie, du temps et de la paix mentale. Et oui, il est douloureux de laisser derrière soi des personnes avec qui tu as partagé des moments, des souvenirs, voire des parties de ton identité. Mais il est encore plus douloureux de continuer à traîner des liens qui se sont déjà brisés de l'intérieur et que tu ne maintiens que par peur, habitude ou culpabilité. Tous ceux qui t'ont accompagné à un moment donné ne sont pas prêts à te suivre à l'étape suivante. Parce que tout le monde n'est pas prêt à grandir avec toi. Certains sont mal à l'aise lorsque tu commences à changer, lorsque tu cesses de tolérer ce que tu taisais auparavant, lorsque tu commences à te fixer des limites, lorsque tu n'es plus aussi accessible, aussi manipulable, aussi prévisible. Et c'est là que tout se révèle. Ceux qui étaient là pour toi, et ceux qui n'étaient là que pour ce que tu leur donnais. Ce que tu ne comprends pas, c'est que souvent, tu n'es pas triste de perdre quelqu'un. Tu es triste de perdre la version de toi qui tolérait cette relation. Tu laisses partir le toi qui acceptait des miettes, qui se contentait, qui cherchait constamment l'approbation. Et ça fait mal, mais ça libère aussi. Parce que lorsque tu décides de lâcher prise, tu ouvres un espace pour te retrouver avec toi-même. Il ne s'agit pas de couper les liens avec colère, ni de faire des drames. Il s'agit de prendre conscience, de vérifier qui ajoute et qui soustrait. De regarder tes relations avec des yeux fermes, pas avec nostalgie ou idéalisation. Te sens-tu valorisé lorsque tu es avec cette personne? Peux-tu être toi-même sans craindre d'être jugé? Ou chaque interaction est-elle une lutte pour ne pas disparaître émotionnellement? Il y a des amitiés qui sont devenues des routines vides, des membres de la famille qui utilisent le lien comme excuse pour te blesser, des partenaires qui ne savent t'aimer qu'à travers le contrôle ou l'indifférence. Et tant que tu ne mets pas une limite claire, ils continueront à drainer le meilleur de toi. Parce que tu leur donnes l'accès, tu décides qui entre, qui reste et qui n'a plus sa place. Ne confonds pas la loyauté avec le sacrifice. Ne confonds pas la connexion avec la dépendance. Ne confonds pas l'histoire avec le destin. Le passé partagé ne justifie pas une présence toxique dans ton présent. Et celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin que tu te mutiles émotionnellement pour rester. Prendre cette décision exige du courage, parce que tu devras supporter le silence, la critique, l'incompréhension. Mais tu ressentiras aussi quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps, la légèreté, la paix, l'espace. Et c'est dans cet espace que commence le nouveau. Où arrivent des personnes qui te respectent pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux leur offrir. Et non, tout le monde ne comprendra pas ton changement. Certains essaieront de te faire sentir coupable, t'accuseront d'être froid, distant.
Mais souviens-toi, protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Personne ne va vivre ta vie à ta place. Personne ne va porter le poids de ce que tu permets. Alors, si tu ne nettoies pas ton environnement, tu continueras à salir ton âme. Fais une pause, regarde-toi de l'extérieur, observe avec qui tu t'entoures. Demande-toi avec une brutalité honnête, ces personnes me poussent-elles vers la meilleure version de moi ou me tirent-elles vers l'ancien moi que je veux laisser derrière moi? Tout le monde ne mérite pas de rester dans ton histoire. Certains ont été des chapitres nécessaires, mais pas des fins éternelles. Lâche prise sans haine, sans rancœur, mais avec clarté. Remercie pour ce que tu as vécu, reconnais ce que tu as appris et continue à avancer. Parce que tant que tu restes attaché à ce qui ne vibre plus avec toi, tu ne pourras pas te connecter à ce qui est aligné avec ta nouvelle vérité. Et cette vérité, maintenant, c'est toi. Sans culpabilité, sans permission, sans recul. 5. Brise aujourd'hui ce qui te sabote en silence. Ce n'est pas toujours le monde qui te retient. Parfois, c'est toi. Mais pas de manière évidente, pas de manière bruyante. C'est un auto-sabotage silencieux, déguisé en logique, en confort, en « ce n'est pas le moment ». Ce sont des habitudes qui semblent inoffensives, des pensées que tu répètes sans te poser de questions, des excuses qui sonnent raisonnables. Et le pire, c'est que tu y crois. Parce que ce n'est pas un ennemi externe qui te limite, c'est la voix interne que tu as normalisée. Ce « je commence demain », ce « je ne suis pas encore assez bon », ce « je dois d'abord régler ça avant d'essayer ». C'est le poison doux qui t'éteint. Chaque fois que tu le répètes, tu t'éloignes davantage de ce que tu pourrais construire. Et tu ne le remarques pas parce que le sabotage ne crie pas, il murmure. Il te convainc avec des arguments qui semblent sensés, mais qui ne sont conçus que pour te maintenir là où tu ne devrais plus être. Il y a des choses que tu fais tous les jours qui te freinent plus que n'importe quel échec. Cette comparaison constante avec les autres qui te fragilise. Ce dialogue interne de reproches qui est devenu une routine, cette dépendance à la validation externe, ce besoin de perfection qui n'est jamais atteint. Le vois-tu? Ce n'est pas le monde, c'est toi, répétant le même schéma avec une excuse différente. Mais aujourd'hui, tu peux le briser, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand la vie s'arrangera magiquement. Aujourd'hui, parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas continuer à le traîner pendant des années, tu vas continuer à te cacher derrière ton potentiel inutilisé. Et crois-moi, il n'y a rien de plus douloureux que de regarder en arrière et de réaliser que c'est toi qui t'es refusé la croissance par peur. Il ne s'agit pas d'éliminer tout d'un coup, mais d'identifier, de mettre en lumière ce que tu fais automatiquement. De te demander « Quelle pensée répétais-je qui m'affaiblit ? Quelle habitude me vole de l'énergie ? Quelle croyance me maintient bloqué ?» La plupart du temps, tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin d'arrêter de faire ce qui te sabote. Commence par quelque chose de petit. Arrête de te parler comme à un ennemi. Arrête de justifier ce que tu sais déjà qui ne te sert pas. Arrête de t'entourer de personnes qui renforcent ta version la plus limitée. Et surtout, arrête d'attendre que la peur disparaisse pour agir. Parce que ce moment n'arrivera pas. La peur ne disparaît pas, elle se confronte. Et quand tu la confrontes, elle diminue. Rompre avec ce qui te sabote n'est pas confortable. C'est une guerre interne. Ton ancien moi va résister. Il va essayer de te convaincre que tu en as besoin, que sans lui, tu ne sauras pas qui tu es. Mais ne le crois pas. Ce moi est construit sur des blessures, des manques, des idées qui ne te représentent plus. Tu n'es pas obligé de continuer à être qui tu étais. Tu peux te reconstruire, mais tu dois oser. Fais-le comme un acte de respect envers toi-même, comme une déclaration ferme. Je ne vais plus me tourner le dos. Parce que oui, c'est ce que tu fais chaque fois que tu te sabotes. Tu te trahis. Tu renonces à toi-même. Et personne d'autre ne le remarquera. Seulement toi. Mais ce vide se ressent. Et ce vide ne se comble pas avec des distractions, ni avec de belles excuses. Il ne se comble qu'avec une action cohérente. Aujourd'hui, tu peux briser le cycle. Aujourd'hui, tu peux te regarder dans le miroir sans baisser les yeux.
Aujourd'hui, tu peux commencer à être l'allié dont tu as toujours eu besoin. Mais la décision est à toi. Seulement à toi. Parce que ce qui te sabote ne va pas se rendre. À moins que tu te révoltes. Et cette rébellion, si tu la fais vraiment, change tout. Pour toujours. 6. Ose même si tout tremble. Le courage ne se ressent pas comme une force. Il se ressent comme un doute, comme un nœud dans la gorge, comme un tremblement dans les mains, comme ce moment précis où tu sais que tu peux reculer. Mais tu choisis d'avancer. Il ne s'agit pas d'attendre d'être prêt, car ce sentiment n'arrive jamais. Ce qui arrive, c'est la vie qui te pousse à prendre des décisions, même si tu n'as pas toutes les réponses. Et si tu n'oses pas maintenant, quand le feras-tu ? Parce que ce que tu ne fais pas par peur aujourd'hui, demain se transforme en regret. Ose même si tout tremble, même si ta voix tremble, tes jambes, ton cœur. Parce que ce tremblement n'est pas une faiblesse, c'est le signe que tu sors du moule qui te limite. Personne ne grandit sans inconfort, personne n'évolue sans incertitude. Si tout semble stable, tu n'avances probablement pas, tu survis simplement dans une zone que tu connais trop bien. Le problème, c'est qu'on t'a vendu l'idée que tu dois d'abord te sentir fort pour agir. Mais c'est le contraire. Tu agis avec peur, et c'est là que tu trouves la force. Parce que la force n'est pas avant l'action, elle est après. Elle est dans ce sentiment de « je l'ai fait » même si je ne savais pas comment ça allait se passer. Et ça, c'est de la transformation pure. Arrête d'attendre des garanties. Il n'y en a pas. Arrête de vouloir tout contrôler. Tu ne peux pas. La vie se construit en mouvement. Et dans ce mouvement, tu vas échouer, tu vas douter, tu vas trébucher. Mais tu vas aussi découvrir des versions de toi que tu n'aurais jamais connues si tu étais resté immobile. Ce dont tu as besoin n'est pas de sécurité, c'est de courage. Sois brutalement honnête avec toi-même. Quelle conversation repousses-tu par peur? Quelle étape ne franchis-tu pas parce que tu sens que ça va faire mal? Quelle décision évites-tu parce qu'elle implique de perdre quelque chose, même si tu sais que tu pourrais tout gagner? Ce qui te dérange, c'est exactement ce à quoi tu dois faire face, non pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour te prouver à toi-même que tu peux être là, que tu peux résister au tremblement et malgré tout marcher fermement. Et oui, il est permis d'avoir peur, il est permis de pleurer, il est permis de douter. Ce qui n'est pas permis, c'est de se rendre à cela. Parce que chaque fois que tu le fais, chaque fois que tu te rétractes quand tu devrais avancer, tu renforces la croyance que tu ne peux pas. Et cette croyance, lorsqu'elle est répétée suffisamment, devient une identité. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre piégé dans une identité basée sur la peur. Tu serais surpris de tout ce que tu pourrais accomplir si tu arrêtais de chercher l'approbation avant d'agir. Si tu arrêtais d'avoir besoin de la permission des autres pour avancer. Si tu faisais simplement ce que tu sais que tu dois faire, même si la peur crie en toi. Parce que la peur ne disparaît pas avec plus de pensée, elle se dissout avec l'action. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance. Tu as besoin de prendre une décision. La confiance vient après. Quand tu regardes en arrière et que tu dis « j'ai traversé ça et me voilà ». Et alors quelque chose en toi change pour toujours. Une force s'allume que personne ne peut éteindre. Et il ne s'agit plus de savoir si tu peux ou non. Il s'agit de savoir que tu l'as fait. Alors, fais-le. Ose, même si tout tremble. Parce que parfois, ce dont ta vie a le plus besoin, c'est que tu bouges. Même en tremblant, même en doutant. Même sans avoir toutes les pièces. Et dans ce saut, tu te reconstruis. Avec chaque pas, tu te transformes. Et ce qui aujourd'hui semble être un tremblement, demain sera ton nouveau sol ferme. 7. Marque ton territoire émotionnel sans demander la permission. Tu n'es pas obligé d'expliquer chaque limite que tu poses. Tu n'as pas besoin de justifier ton silence, ta distance ou ta décision de prendre soin de ta paix. Mais si tu ne marques pas ton territoire émotionnel, d'autres vont l'envahir comme si ta tranquillité leur appartenait. Et c'est le problème. Tu as trop permis. Tu t'es tu pour ne pas déranger. Tu as cédé de l'espace à ceux qui ne savent pas l'habiter avec respect. Ton monde intérieur est sacré. Ce n'est pas un parc public où n'importe qui peut entrer, donner son avis et laisser ses déchets émotionnels.
Mais tant que tu ne décides pas de le protéger, tu continueras à porter l'anxiété des autres, la culpabilité qui ne te revient pas, les attentes que tu n'as jamais demandées. Et chaque fois que tu le fais, tu te diminues, tu te trahis, tu t'abandonnes à l'intérieur pour plaire à l'extérieur. Il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'avoir de la clarté, de savoir où tu t'arrêtes et où les autres commencent, de reconnaître quand tu dis oui pour éviter un conflit qui existe déjà en silence, de réaliser que chaque fois que tu tolères ce que tu ne mérites pas, tu entraînes les autres à continuer à franchir cette ligne. Tu veux changer ça? Alors commence par te respecter toi-même. Tu ne peux pas exiger ce que tu ne pratiques pas toi-même. Si tu ne valides pas ton inconfort, personne d'autre ne le fera. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton énergie, tout le monde viendra te déranger. Parce que le monde ne s'arrête pas pour te demander comment tu te sens. Il agit simplement. Et c'est à toi de décider si tu réagis ou si tu poses une limite claire et ferme. Marque ton territoire émotionnel. Fais-le avec des mots directs, avec des actions cohérentes, avec l'absence quand la présence te fait mal. Tu n'as pas besoin de crier, ni de faire de drame. Il suffit que tu sois constant, que tu ne recules pas quand on questionne ton changement. Parce qu'ils vont le faire. Ils vont dire que tu exagères, que tu n'étais pas comme ça avant, que tu es maintenant distant. Mais c'est une partie du processus. Quand tu arrêtes d'être celui qui dit toujours oui, tu déranges. Et c'est un bon signe. Cela signifie que tu arrêtes de t'adapter à ce qui te brise. Et non, tout le monde ne va pas te comprendre. Certains vont partir, d'autres vont se fâcher. Mais cela aussi est une information. Celui qui s'éloigne parce que tu as posé une limite n'était jamais là pour ce que tu es, mais pour ce que tu lui donnais. Et si tu perds des relations en décidant de protéger ton équilibre, tu ne les perds pas, tu te libères. Commence à t'écouter davantage, à reconnaître quand ton corps te dit « ceci ne me fait pas du bien », à te donner la permission de dire non sans explication, à comprendre que ta paix n'est pas négociable et que toute personne qui te l'a fait payer ne t'aime pas, te consomme. Et tu n'es pas ici pour être drainé émotionnellement. Tu es ici pour construire, pour grandir, pour t'entourer de ceux qui savent cohabiter sans envahir. Fais-toi respecter d'abord par toi-même. Qu'il soit évident qu'il y a quelqu'un à la maison, que lorsque quelqu'un essaie de franchir une ligne, il se heurte à un mur solide fait de dignité. Parce que ton bien-être n'est pas une option, c'est une responsabilité. Et si tu ne le défends pas, personne d'autre ne le fera. Alors arrête de demander la permission de ressentir, de poser des limites, de partir, de prendre soin de toi. C'est ton espace, ton âme, ton énergie. Et celui qui ne sait pas être là avec respect, qu'il reste dehors. Parce que tu n'es plus disponible pour celui qui ne comprend pas la valeur de ta présence. Maintenant, tu es avec toi, ferme, clair, et sans t'excuser pour protéger ce qui t'a coûté tant à reconstruire. 8. Que l'argent travaille pour ta paix, pas pour ton image. Il ne sert à rien d'avoir un portefeuille plein si ton esprit est vide. Tu peux feindre le succès, tu peux remplir ta vie d'objets, de luxe, de choses qui crient « Regarde-moi », mais si à l'intérieur tu es épuisé, anxieux, pris dans une routine qui te vide, alors tu n'as pas gagné. Tu t'es juste vendu. Parce que l'argent qui ne nourrit que l'ego finit par te coûter la tranquillité qui n'a pas de prix. À quoi te sert une voiture de luxe si tu la conduis avec la peur de la perdre? Pourquoi une maison plus grande si tu ne peux pas te reposer dedans? Quel est le sens d'investir ton temps à accumuler si à la fin tu ne peux pas profiter de ce que tu as, parce que tu continues à poursuivre le prochain objectif, le prochain achat, la prochaine reconnaissance? Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es esclave d'une image. Et cette image te contrôle plus que tu ne l'imagines. L'argent n'est pas le problème. Le problème est la façon dont tu l'utilises. Si tu l'utilises pour impressionner, tu deviens dépendant de la validation externe. Si tu l'utilises pour combler des vides, tu t'enfonces de plus en plus dans un cycle d'insatisfaction. Mais si tu l'utilises pour créer la paix, pour construire la liberté, pour te donner de l'espace, alors l'argent devient un outil, pas une prison aux murs dorés.
Fais de l'argent un allié, pas un maître. Comment? En l'investissant dans ce qui nourrit ton bien-être, dans le temps de qualité, dans la santé, dans l'éducation, dans des expériences qui te transforment, pas seulement qui te distraient, dans des décisions qui te rapprochent de ton véritable objectif, pas d'une version gonflée de toi qui vit seulement pour impressionner. Et le plus important, apprends à distinguer entre dépenser et construire. Dépenser est automatique, impulsif, réactif. Construire est conscient, stratégique, aligné avec tes valeurs. Il ne s'agit pas de devenir avare, il s'agit de devenir sage. Parce que chaque billet que tu utilises sans sens est de l'énergie que tu gaspilles. Et chaque décision financière que tu prends sous la pression sociale est une dette émotionnelle que tu accumules. Sois brutalement honnête avec toi-même. Utilises-tu l'argent pour te sentir précieux ou pour te sentir en paix? Parce que ce n'est pas la même chose. Le premier est une dépendance, le second est le pouvoir. Et quand tu te rends compte de cela, ta relation avec l'argent change. Tu n'achètes plus par anxiété, tu ne travailles plus par peur, tu ne t'endettes plus pour t'intégrer. Tu commences à vivre avec intention. L'argent bien utilisé te permet de dire non sans peur. Il te donne la marge pour t'éloigner de ce qui t'épuise. Il te permet de construire quelque chose qui dure plus que l'émotion du moment. Mais tu n'y parviens que lorsque tu arrêtes de te concentrer sur ce que les autres vont penser et que tu te concentres sur comment tu veux vivre. Et vivre en paix n'est pas bon marché, mais ce n'est pas cher non plus si tu apprends à bien choisir. Ce n'est pas la quantité qui te transforme, c'est la conscience avec laquelle tu la gères. Tu peux avoir peu et vivre avec dignité. Tu peux avoir beaucoup et te sentir toujours vide. Parce que l'argent ne remplit pas ce que tu n'as pas travaillé à l'intérieur. C'est pourquoi, avant de penser à combien tu as, pense à ce que tu en fais. Fais travailler l'argent pour toi, pas pour ton image, qu'il soit ton outil, pas ton masque, qu'il te rapproche de ton but, pas des attentes des autres. Parce qu'à la fin, ce qui te donne vraiment de la valeur n'est pas ce que tu portes dans ta poche. C'est ce que tu peux soutenir avec une conscience tranquille, avec l'esprit en paix et l'âme sans dette. Ça n'a pas de prix.